Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la décarbonation du secteur du bâtiment. On va se demander ensemble si le calendrier est tenable. Le calendrier, on vous le redonne, mais vous le connaissez, la France vise la neutralité carbone d'ici 2050. Mais en ce qui concerne le bâtiment, il y a une étape intermédiaire en 2030 où le gouvernement voudrait atteindre une réduction des émissions de carbone de 49% par rapport au niveau de 2015. Est-ce que ce calendrier, en ce qui concerne le secteur du bâtiment, est tenable ? Sommes-nous en avance ou déjà en retard? C'est une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du bâtiment et directeur de la division construction de RX France. Bonjour Guillaume Loiseau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, le Mondial du bâtiment qui se tiendra d'ailleurs début octobre et ce sera un sujet, j'imagine, que vous évoquerez, ce sujet de la décarbonation du bâtiment. Nous avons le plaisir également de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Loiseau, on va commencer avec vous tout de suite. Vous vous êtes exprimé depuis le mois d'août sur le sujet de la décarbonation du bâtiment et vous dites il faut commencer très vite, il faut que les 100 premiers jours du calendrier sont essentiels pour tenir l'objectif. Voilà, alors ce que j'essaie de dire, c'est commencer, c'est un peu excessif comme propos. Il y a beaucoup de choses qui ont été commencées par ailleurs. Bien sûr, oui. Néanmoins, si on regarde le sujet de façon très factuelle, et il n'y a que cette logique-là qui a du sens par rapport à cette responsabilité individuelle comme collective, et cette responsabilité en tant que citoyen et professionnel du secteur, il faut accélérer le mouvement. Encore une fois, sans logique partisane sur le sujet ou sur des formes d'intérêt particuliers, factuellement, scientifiquement, et on peut faire confiance à la communauté scientifique pour documenter, étayer le sujet depuis 30 ans, si on veut être à l'heure de ce rendez-vous de 2030, d'abord, la meilleure façon de réussir 2050, c'est déjà de ne pas rater le premier point de passage de 2030. Oui. Sinon, tous les efforts non faits avant la séquence 2030, il faudra les compenser entre 2030 et 2050. Et donc, pour être à l'heure en 2050, il faut déjà être à l'heure du premier rendez-vous en 2030. On est en 2022, il reste environ 8 ans. Quand on voit, en fait, la vraie difficulté, comptez pas sur moi pour dire que c'est facile. La vraie difficulté de tous ces sujets et les transformations que ça impose sur toute la chaîne de valeur, de construction et d'exploitation des bâtiments. Bien sûr, parce que d'ailleurs, il faut accélérer ce mouvement. Quand on parle de décarbonation du bâtiment, on ne parle pas juste des émissions de carbone liées au chauffage, qui sont d'ailleurs notamment, qui est le plus gros facteur d'émissions. On parle aussi de tout ce qui se passe sur la chaîne logistique, de l'industrie liée au secteur du bâtiment. Alors, vous avez raison de repréciser ce point. Il faut avoir une vision complète et consolidée du sujet. Parler uniquement des émissions du secteur pour l'usage des bâtiments, les chauffer, les refroidir, les éclairer ou les exploiter, c'est une vision partielle des choses. Pour le dire très simplement à tous ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'émissions qu'on oublie de compter. D'accord. Voilà. Il faut prendre, selon la méthode développée par l'ADEME et initialement par Jean-Marc Jancovici, les scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire l'ensemble des émissions, à la fois pour fabriquer les matériaux, pour faire les bâtiments eux-mêmes, et qui, pour certains d'entre eux, sont des émissions de nature industrielle, c'est-à-dire ce que l'industrie consomme comme énergie fossile pour fabriquer ces mêmes matériaux. Et alors, la vision large. Quand on prend le scope 1, 2 et 3, on arrive à combien de millions de tonnes de CO2 ? Eh bien, on est sur le podium, ex aequo avec le secteur des transports, c'est-à-dire le premier secteur en termes d'émissions de carbone en tonnes équivalent pétrole, comme les transports, donc on est très très concerné. Henri Buzicazo, donc effectivement, il y a urgence à regarder, j'ai envie de dire, en face le secteur du bâtiment et à commencer, alors je sais que vous n'aimez pas ce terme, hein, mais qu'on dise commencer, mais effectivement, ou à continuer, ou en tout cas à accélérer sur le sujet de la décarbonation. Mais alors, la question, c'est comment ? Parce qu'effectivement, il y a cette volonté, il y a un cap intermédiaire, donc il y a un cap 2050, un cap intermédiaire 2030. Maintenant, la question, c'est comment on fait, par quoi on commence et quel est le plan qu'on met en place ? Déjà, moi j'entends avec plaisir ce que dit Guillaume, j'y souscris. Et dans ma communauté de référence, la filière immobilière, voyez-vous, je suis assez hétérodoxe, parce qu'on continue à entendre des voix discordantes qui reviennent à votre question. Non, le calendrier n'est pas tenable, il faut le prolonger, etc. Je ne souscris pas à ça. Guillaume le disait, il y a une réalité scientifiquement mesurée. Puis voyez-vous, les dérèglements climatiques, on les a eus à nos portes ce mois d'août. Voilà. On sait ce que c'est. Ce n'est pas un truc d'expert du GIEC. Donc moi, je ne souscris pas à ceux qui disent le calendrier n'est pas tenable. Il est même plus exigeant.
je vais ajouter une précision pour le logement, mais vous l'avez en tête, 2030, mais pour le logement, ça a commencé au mois d'août. Bien sûr. Les passoires énergétiques, on ne peut plus en augmenter les loyers, on ne peut plus pratiquer de loyers complémentaires dans les villes où il y a un encadrement, comme Paris. 2023, ce sera la première interdiction de louer, etc., etc. Jusqu'en 2034, ça a commencé. Bon. Les ennuis commencent, oui, mais il ne peut pas en être autrement, il faut passer à l'acte. Alors, le quinquennat ou la législature qui s'achève auront posé des caps. Moi, je ne suis pas opposé à ces caps. Et puis, de manière très pragmatique, vous savez, moi, je préside une école. Quand on dit aux étudiants qu'il faut rendre une copie, si vraiment ils ne l'ont pas fait à l'échéance, tous, allez, on rajoute 15 jours. On verra. Il ne faut pas commencer par repousser les échéances. On n'y arrive jamais. Il faut commencer par les intégrer, ces échéances. Il faut les intégrer. Et simplement, les 5 ans qui viennent, et même là, les mois qui viennent, doivent être les mois du mode d'emploi. Vous parlez à un promoteur, vous parlez à un maire. Il vous dit, le ZAN, le zéro artificialisation nette, ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume, bon, voilà, on va cesser d'artificialiser, échéance 2050, diviser par 2 l'artificialisation de 2030. Comment fait-on ? Il y a des voies, mais ça n'a pas encore été dit. Alors, on jette des solutions comme ça, il va falloir toutes les additionner, recourir aux friches industrielles et les utiliser, la surélévation, la densification, saturer les possibilités des plans locaux d'urbanisme. On ne le fait pas aujourd'hui, on les sous-utilise. Ça va être peut-être construire sur des parkings qui ne servent à rien. Tout ça, on va le mettre bout à bout. Mais pardon, c'est le comment, et le financement. Oui, mais moi je reste sur le comment avant d'aller sur le financement. C'est qu'en fait, on est en 2022, la première échéance c'est 2030. Vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il ne faut pas rater cette échéance et on en est encore à se poser la question du comment. Oui, alors je pense là-dessus, là pour le coup, j'ai donné un coup de patte au pouvoir public. C'est facile, je ne voudrais pas être à leur place. Mais vous voyez, quand on regarde une séquence comme le diagnostic de performance énergétique V2, deuxième version, on le met en vigueur pour le suspendre quelques mois après, pour faire une campagne de rappel, comme on dit dans l'automobile, parce qu'il ne marchait pas, le moteur n'était pas bon. On est aussi sur l'expérimentation. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'on expérimente territorialement avant de mettre sur le marché, parce que ça coûte de l'argent, on perd des chances, on dissuade les ménages, on leur dit, tu vois, c'est pas stabilisé tout ça. Donc le calendrier sera revu. Donc il faudrait revoir le calendrier. C'est en tout cas ce que ça peut laisser entendre. Il y a un scepticisme, très clairement, et ça, Guillaume le sait bien mieux que moi, et on est sur de l'innovation technologique. Elle progresse. La France est bonne sur ce sujet. Bon, oui, on apprend à mieux utiliser tel ou tel matériau. Les process de construction évoluent. On parle de construction hors site. Enfin, il y a de l'innovation. Tout ça, c'est évidemment des erreurs qu'il faut courir le risque de faire, mais il ne faut pas les multiplier. Et donc, il faut stabiliser les choses. Tout ça, c'est de l'ordre du mode d'emploi. Le ministre de la Ville et du Logement aujourd'hui, ou les ministres qui s'occupent de ça, il faut qu'ils soient extrêmement concrets. Autrement, il ne se passera rien. C'est un peu ma question. Alors, Guillaume Loiseau, effectivement, quand je regarde la stratégie nationale bas carbone et qu'on regarde le sujet du bâtiment, il y a un onglet stratégie. Excusez-moi, moi, je ne suis pas professionnel du bâtiment, je ne suis pas professionnel de l'immobilier, mais je ne comprends pas effectivement ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut faire des efforts très ambitieux en matière d'efficacité énergétique, je cite, avec une forte amélioration de la performance de l'enveloppe et des équipements. Je ne vais pas tous les lire, mais là, concrètement, je ne sais pas par quoi il faut commencer demain. Est-ce qu'il faut un plan gouvernemental très précis, très concret, sous-secteur par sous-secteur de l'immobilier pour savoir comment avancer ? C'est un plan d'exécution national bas carbone qu'il nous faut. Oui. Pas une stratégie avec des axes très macro dont on a forcément besoin, mais ils existent, vous venez de le dire, et même au niveau européen d'ailleurs. C'est la phase d'exécution qu'il faut qu'on pilote, qu'on manage avec toute la profession. Henri Buzicazo citait quelques exemples qui sont tous des approches d'expérimentation prometteuses, intéressantes. Mais on ne va jamais y arriver par petites touches. Bien sûr. Donc il faut donner la chance à toutes ces idées, toutes ces innovations, et c'est mon boulot en fait. On fait un salon pour les mettre en avant. Mais donc du coup, parce que effectivement, moi ma question c'est est-ce qu'il faut un plan gouvernemental, mais on pourrait se poser la même question. Est-ce que le secteur peut créer un plan lui-même ? Est-ce que le secteur peut s'organiser ? Moi, je recommanderais, pardon de prendre cette position. Je ne suis pas là pour recommander le gouvernement, mais en tout cas, mon avis, c'est qu'il faut commencer, et ça c'est la culture de l'ingénieur qui parle, par mesurer. D'accord. Si on veut bien exécuter cette stratégie et réussir, il faut tout de suite écrire, documenter avec des scientifiques autour de la table, un plan complet avec une vision globale. Si on est à 100 et qu'on doit arriver à 50, c'est en gros ça qu'on est en train de dire,
on y va en faisant quoi et quelle est la contribution, quel est l'impact de chacune de ces mesures. Et quand on les somme et qu'on fait une addition, ce que tout le monde sait faire, est-ce qu'on passe bien de 100 à 50 ou est-ce qu'on est au milieu à 70 ? C'est ça. Voilà. Donc il faut chiffrer tout ça, avoir une vision consolidée et complète des choses. Et si on se rend compte qu'il nous manque 20 pour faire le dernier bout pour atteindre le 50, mettons tout le monde autour de la table pour trouver la solution pour faire le dernier kilomètre. Et il y a un exemple qui est celui de la rénovation par geste ou de la rénovation globale, pour les logements en particulier. Les chiffres aujourd'hui sont terribles. On fait depuis quelques années, parce que ça a commencé avant, et c'est pour ça que Guillaume dit, Bien je ne sûr. veux pas qu'on dise que rien n'a été fait avant. Il a été fait des choses dans les copropriétés, dans les maisons individuelles. On s'aperçoit que les gains de ces gestes techniques sont très faibles, parce qu'on a fait de la rénovation par geste. Bon, voilà, on ne peut pas laisser les ménages faire des bêtises ou faire des choses qui ne suffiront pas. Il va falloir rajouter. Je veux ajouter aussi qu'il y a la question des comportements. Le gouvernement, aujourd'hui, il a raison, s'attache à ce que la manière d'utiliser un logement, d'utiliser un bureau, soit sur la table. Il n'y a pas que la technologie. Et même la technologie, c'est dangereux si on se dit, ça y est, moi, mon immeuble, il est parfait, mes bureaux, ils sont parfaits. Donc, je laisse la lumière allumée toute la nuit. Bon, Et exactement. le chauffage. La responsabilité individuelle, typiquement dans les logements, depuis la loi de 2015, nous sommes en 2022, eh bien, on n'a pas équipé en compteur individuel de chauffage les appartements en copropriété ou dans le parc collectif, notamment HLM. On a 30% d'équipement, on a 7 ans de retard. Il faut passer à l'acte, responsabiliser aussi les utilisateurs. Les entreprises, elles voient que c'est une condition. Si on les prend en flagrant délit de ne pas le faire, elles seront condamnées. Mais les individus doivent le réaliser. Aujourd'hui, on parle de ça et pas seulement de technologie, je dirais. Alors, il y a quand même certaines choses qu'on mesure, toujours dans le document Stratégie nationale bas carbone, et quand on regarde le bâtiment, on voit concrètement que ce qui émet le plus en matière de bâtiment, c'est le chauffage. Une question qu'on peut se poser dans le contexte actuel, Henri Buzicazo, la hausse des prix de l'énergie va-t-elle mécaniquement accélérer au niveau individuel les rénovations énergétiques et la décarbonation donc, du parc? Oui, je vous le dis, vous échangez avec des femmes ou des hommes de terrain, des syndics de copropriété. Vous savez, pas facile à syndic parce que la décision collective, il faut l'emporter. Il n'y a pas à proprement parler d'obligation dans la loi climat résilience, il y a de fortes incitations. Et il faut embarquer tout le monde. Eh bien, les syndics vous disent... les dérèglements que j'évoquais tout à l'heure nous servent. L'augmentation, l'inflation du coût de l'énergie, c'est triste à dire, c'est peut-être le seul bénéfice, parce qu'on ne va pas se réjouir qu'une guerre conduise à ça, ou la pandémie qui a précédé. Ce sont des dérèglements, mais ça met les ménages face à un problème qui ne touchait pas du doigt, C'est malheureux, mais il faut dire, regardez, aujourd'hui, c'est pas tenable, qu'est-ce qu'on fait? Et un syndic a beau jeu de dire... Allez, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment, ou un gestionnaire locatif, le moment d'engager ces travaux? Oui, ça aura un effet. C'est presque triste de le dire, mais oui. Et Guillaume Loiseau, alors vous parliez effectivement des process industriels. Je trouve que là aussi c'est intéressant parce que rénover tout le parc existant, par exemple, effectivement, donc on respecte le ZAN, le réseau zéro artificialisation nette, mais on crée des nouvelles fenêtres, on crée des nouvelles portes, on crée des nouveaux parquets, on crée des nouveaux... Donc mécaniquement, en fait, la rénovation énergétique des biens va entraîner une surémission de carbone si j'en crois ce processus à court terme. D'où la nécessité d'agir sur le scope 1, 2 et 3 en fait, de la filière, parce que vous venez de l'expliquer et de l'imager parfaitement. On va faire des efforts sur les scopes 1 et 2, mais on augmente les émissions liées au scope 3. Donc décarboner, ce terme est pas forcément, est un peu conceptuel pour beaucoup de gens, mais ça veut dire en fait agir sur tous les leviers, et aussi sur les process industriels. Ce que Henri Buzicazo disait sur les ménages, le particulier, ce qui nous touche tous, les industriels eux-mêmes des matériaux sont en train de le vivre, avec notamment dans certaines industries partout en Europe, des gens en fait qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter de produire parce que c'est moins coûteux que de produire avec cette inflation galopante du kilowattheure, etc. Donc il y a aussi l'industrie elle-même, les patrons de cette grande industrie, qui sont des très belles PME françaises et des grands groupes bien connus, qu'il faut soutenir sur ces sujets. D'où, encore une fois, c'est pas une recette précise, Bien sûr, ouais. Miracle, mais c'est nécessité d'avoir une vision globale des choses et consolidée, pour embarquer tout le monde.
Il nous reste un tout petit peu de temps. Donc, Guillaume Loiseau, donc le mondial du bâtiment se tiendra début octobre. Vous allez évoquer tous ces sujets-là. J'ai regardé avant l'émission pour regarder les thématiques qui ressortaient du secteur de l'immobilier. Il y a une question moi qui m'a marqué, c'est que vous allez traiter, c'est faut-il repeindre tous les toits de France en blanc? Pourquoi? En fait, c'est loin d'être une nouveauté. On a tous vu ça à l'occasion de certains voyages. C'est une technique ancestrale, avec ce qu'on appelle l'effet albédo et ce pouvoir en fait réfléchissant de la chaleur. C'est une façon en fait, c'est une sorte de barrière contre cette problématique d'inertie En thermique. utilisant juste la couleur. Oui, Exactement, parce que le blanc réfléchit la lumière et oui. donc mécaniquement Pourquoi la chaleur. dans le désert, D'accord. la majorité des gens, même les touristes, s'habillent en blanc? C'est pour la même raison. Pourquoi il Oui, mais fait moins encore chaud quand on touche une voiture blanche? C'est aussi pour Encore cette raison. faut-il que ce soit intégré dans la réglementation quand, en tant que copropriété, on agit Voilà. sur la rénovation énergétique de son bien. Henri Buzicazo, il nous reste 10 secondes, 15 Vous secondes. voyez, quand on dit aux Français, il va falloir cet hiver, là, dans quelques semaines, passer à 19 degrés. Est-ce que c'est pas du bon sens, ça aussi? De la même manière que le blanc a des vertus réfléchissantes, c'est du bon sens. Oui, on peut mettre un pull. On a tous péché de ce point de vue-là. Et c'est un peu triste qu'il faille de la réglementation sur certains sujets. Il va falloir avoir des réflexes de bon sens qu'on a perdus. On peut se tourner vers le passé, c'est vrai aussi. Eh ben, on peut se tourner vers le passé pour regarder l'avenir, Oui. et c'est ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci Guillaume Loiseau, Merci à vous. directeur du Mondial du Bâtiment et directeur de la division construction de RX France. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.